Aujourd'hui se tient à Paris un colloque sur la dérive totalitaire sur les enfants. C'est un colloque que nous avons organisé, Amandine Lafargue, ma collègue psychologue, et moi, également psychologue et docteur en psychopathologie, sur le sujet parce que nous sommes très préoccupés des maltraitances sur les enfants depuis 2020. Et nous avons souhaité réunir plusieurs spécialistes et plusieurs experts de la psychologie, du droit et de la médecine en particulier, pour offrir un regard convergent, mais également pluridisciplinaire à partir de nos approches respectives quant à nos préoccupations sur les impacts de cette dérive totalitaire sur les enfants et pour essayer de trouver ensemble des solutions. Alors, à ma gauche, le docteur Régis Bruno, médecin pédiatre et pédopsychiatre. Ensuite, à ma droite, respectivement, maître Virginie Darbo-Breccia, avocate. Puis Karine Bayeux, psychologue clinicienne spécialisée dans le psychotrauma. Et enfin, Amandine Lafargue, psychologue clinicienne et psychologue sociale des organisations. Bonjour, merci de cette conférence de presse et de l'organisation de ce colloque. Pour beaucoup de parents, c'est étonnant de parler de maltraitance et de dérive totalitaire, alors que le pouvoir, les gouvernements donnent l'impression que justement ils veulent faire du bien aux enfants en leur parlant de sexualité de manière précoce pour éviter justement qu'ils ne soient victimes de dangereux pédophiles. Voilà. On pourrait croire que ça part d'une bonne intention. Est-ce qu'on peut dire que ce discours fait partie de la perversité des mécanismes mis en place par des gouvernements qui en fait font plus de mal que de bien? Oui, le totalitarisme fonctionne toujours aux idéaux, c'est-à-dire qu'on va toujours nous présenter que c'est pour notre bien. Néanmoins, il est absolument paradoxal de prétendre que c'est pour le bien de l'enfant, de venir lui parler de sexualité ou de l'exposer à des contenus à caractère sexuel. C'est la porte ouverte aux traumatismes infantiles et c'est ce que nous avons tous conclu ce matin. Oui, peut-être pour ajouter, c'est vrai que tant que l'enfant n'a pas développé les capacités cognitives et affectives qui lui permettent de pouvoir comprendre, assimiler les questions de la sexualité, évidemment que si on en parle, ça fait effraction à son psychisme et ça crée du traumatisme. On a eu le Covid, puis on a eu l'Ukraine, maintenant on a les théories du genre et le wokisme. On a du mal à ne pas croire que c'est un agenda parfaitement bien ficelé. Évidemment, ce qui nous met dans la catégorie des complotistes, que moi personnellement je refuse, évidemment. Je refuse de m'affuler des termes que le pouvoir choisit. Comment faire aussi comprendre ça à des parents, à des gens... On a vu les intellectuels et les universitaires tomber... dans le narratif, c'était d'ailleurs les premiers par rapport aux gens du peuple, hein, cette décence ordinaire dont parlait Orwell. Voilà, on peut dire quelque chose là-dessus. Concernant en tout cas les droits sexuels et reproductifs sponsorisés par l'OMS, on peut quand même tout de même constater que c'est à peu près la même cartographie que celle du Covid concernant les promoteurs, les concepteurs et les financeurs. Ça, c'est un premier point. Ensuite, quand on tire la racine historique de ces textes et des références de ces textes, on tombe tout de même sur une grande imposture qui avait été dénoncée par la professeure américaine Judith Weissman, et qui est l'imposture Kinsey, et Kinsey a été financée par la Fondation Rockefeller. C'est-à-dire qu'on tombe toujours sur les mêmes acteurs. Demain sort le documentaire de Vera Sharav en français, Plus jamais ça, et elle y parle aussi de ces mêmes concepteurs, de ces mêmes organisateurs de ce totalitarisme mondial qui est totalement assumé aussi dans les discours. Quand on entend les discours d'Harari surnommé le prophète par Bill Gates et consorts, on a compris que tout ceci est non seulement programmé, intentionnel, mais également programmé depuis des décennies. Vous vous connaissiez d'avant et vous vous rejoignez sur l'analyse de tout ce qui se passe, ou est-ce que c'est l'analyse de tout ce qui se passe sur laquelle vous vous êtes retrouvés qui vous a fait vous regrouper? Je voulais compléter d'abord la question d'avant et on viendra très volontiers à ta question.
C'est que moi je suis spécialisée en psychologie du travail dans la manipulation des foules. Et ce qui est vraiment évident, parce qu'on peut répondre aux gens qui se demandent pourquoi on affirme des choses qui pourraient être dites complotistes, c'est ce qu'on peut remarquer une parfaite adhésion de ce qu'il ne faut pas faire aux âges où il ne faut pas le faire. Par exemple, on nous a parlé de drag queen à 4 ans, à l'âge où on aime être déguisé. De trans qui rentrerait donc dans les établissements, à l'âge où on est mal dans son corps. C'est très exactement tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc peut-être que, en fait, pour parler à quelqu'un qui serait vraiment très éloigné de cette représentation qu'on lui voudrait du mal, que le gouvernement ou que les instances qui devraient nous protéger, même des parents, nous voudraient du mal, il faut parler en termes d'assertivité. Il ne faut pas aller frontalement après quelqu'un, il faut appuyer d'un levier pour poser la question. Donc vous pouvez poser, mais pourquoi très exactement, ils font systématiquement ce qu'il ne faut pas faire. Donc peut-être en le prenant comme ça, ou peut-être s'étonner que ce soit aussi systématique. Ou peut-être s'étonner que ce soit pile au moment où la loi qui fait qu'on ne peut plus retirer son enfant de l'école. Voilà, des petites questions comme ça, des questions naïves. Et pour revenir peut-être à la question d'où on se connaît, alors moi je connais Ariane de la fac, j'ai été psychologue du travail, j'ai repris des études en psychologie clinique, et je l'ai rencontrée donc, dans l'amphi, on va dire, et puis parce qu'on travaillait systématiquement sur les mêmes sujets. J'étais une ancienne psychologue du travail qui travaillait sur les accidents du travail, l'arbre des causes, et le début du management avec les techniques de, enfin, on va dire, de maltraitance institutionnelle. Voilà. Et la collègue écrivait des livres. Voilà. Et ensuite, j'ai voulu travailler sur la temporalité, le nombre de coups qu'on peut se prendre, et puis en fonction des psychopathologies, voilà, la névrose, la psychose. Et ma collègue faisait son doctorat sur la temporalité dans la psychose. Nous, en tout cas, on s'est rencontrés là-dessus, sur des affinités. On a travaillé en commun sur l'enfance maltraitée, sur des expertises judiciaires, sur des signalements, ce qui fait que effectivement, on sait de quelle place on parle par rapport au psychisme de l'enfant, au traumatisme infantile et également au discours des pédophiles. J'ai rencontré Régis Bruno à la sortie de son livre en 2020, donc, puisque moi j'avais écrit L'imposteur du droit sexuel en 2017. On était très heureux de se retrouver avec finalement des mêmes points de vue, alors que même si ça peut paraître un peu identique, la pédopsychiatrie et la psychologie de l'enfant, il y a quand même des spécificités. Donc j'étais très heureuse de rencontrer un pédopsychiatre et pédiatre spécialisé en psychologie du développement, et donc nos travaux sont complémentaires. J'ai rencontré Virginie Darrow-Bourriquia à la faveur de la crise de pandémie politique que nous avons vécue, et Virginie Darrow-Bourriquia fait un travail absolument fantastique au niveau juridique qui est malheureusement très invisibilisé, donc je pense qu'il mérite d'être connu. Et effectivement, je crois, Virginie confirmera, mais qu'elle a découvert en fait aussi cette partie des droits sexuels et s'est mise à travailler les textes juridiques. Et Karine, c'est une collègue que nous avons aussi rencontrée à la faveur de la crise, puisqu'elle s'est manifestée très tôt depuis la Guadeloupe pour parler des injonctions faites aux psy, qui sont des injonctions de soumission, alors que nous, notre travail, c'est d'aider à l'autonomisation psychique. Donc, voilà. Parfait, merci. Alors, on parle souvent en ce moment de droit LGBT, et dans LGBT, il y a ce fameux T, T pour transsexuel. Et est-ce que vous y voyez un lien avec le transhumanisme? Et est-ce que vous y voyez un lien avec l'eugénisme? Parce que le transhumanisme pourrait éventuellement être considéré comme une sorte d'eugénisme. Et en quoi cela peut modifier la société via ce qu'on apprend aux enfants aujourd'hui à l'école? Comment vous ressentez ça par rapport à ces thèmes-là? Je vais répondre sur la question que j'ai déjà pas mal fouillée. En reprenant tout simplement les réflexions sur l'eugénisme, qu'est-ce que c'est? C'est la sélection entre les utiles et les inutiles. Les inutiles étant ceux qu'il va falloir supprimer d'une façon ou d'une autre. Donc on a dans cette catégorisation, on a déjà vu dans le Covid la distinction entre les essentiels et les non essentiels, et entre des catégories de population qui avaient plus de droits,
qui sont censés être inaliénables que d'autres qui finalement se retrouvent avec des sous-droits et sur lesquels il a même pu être dit qu'il était question de sous-citoyens. Donc là, c'est une pensée eugéniste. C'est clairement une pensée eugéniste. Cette pensée eugéniste est totalement assumée dans certains discours officiels. Elle glisse dans toute la société et se banalise. Concernant les revendications de certaines minorités ou de certains groupuscules ou lobbies, il faut aussi, à mon avis, tirer la ficelle des financements. C'est très curieusement, on va encore retomber rapidement sur les mêmes financements. Donc on voit bien qu'il s'agit d'une déconstruction progressive des repères et des valeurs de la société, dont celui fondamental de nos droits inaliénables. Peut-être tu peux rajouter sur les droits inaliénables. Oui, et aussi sur une déconstruction de la famille et donc la première cellule de la société. Et il y a effectivement une idéologie et une véritable dérive que l'on peut constater. Donc là, on sait très bien qu'il y a un déplacement et depuis plusieurs années de la place de la femme, de la place de l'homme, de la place de l'enfant, puisque j'ai compris de mes lectures et notamment des ouvrages des experts ici présents, et une atteinte véritable à la dignité humaine et un manque flagrant de respect de l'intégrité physique et psychique des citoyens. Je pense que l'atteinte aux enfants est la meilleure façon de modifier les comportements, et parce que ce sont les plus fragiles. Et donc effectivement, on voit bien l'impact totalitaire sur la population. Et finalement, qu'est-ce que dit le sort qui a été réservé aux enfants et aux adolescents pendant cette crise sanitaire de l'état de notre société? Est-ce qu'une société qui renonce à prendre soin des jeunes générations, qu'est-ce qu'elle peut espérer pour l'avenir, et aussi une société qui finalement érige la sécurité avant la liberté? Je peux en dire un petit mot. Moi, ce que votre question m'évoque, c'est, pour y répondre, c'est de considérer la mouvance ou l'idéologie actuelle aussi sous l'angle de l'économie et du néolibéralisme. À partir du moment où on comprend que dans une économie néolibérale, l'homme est au service du système et non pas le système au service de l'homme, on convient bien qu'il faut façonner les générations les unes après les autres pour qu'elles correspondent et qu'elles s'adaptent toujours à l'évolution du système. Une société totalitaire, un régime totalitaire, et c'est un processus permanent qui est en constante évolution. Donc cela suppose que les agents, les exécutants qui doivent alimenter et faire tourner le système doivent eux aussi évoluer. Et c'est pour ça aussi qu'on a une évolution comme ça, une transformation de l'humain en fonction des idéologies, à la fois néolibérales et à la fois avec des idéologies liées au délire peut-être d'immortalité qu'il y a derrière le transhumanisme ou l'eugénisme, etc. Mais avant tout, Ariane a beaucoup parlé des financeurs. Donc je pense que vraiment, on comprend là comment du coup les jeunes générations, peut-être qu'on a l'impression de ne pas en prendre soin, c'est parce qu'en fait, il y a des objectifs. Pour que le système fonctionne, il faut que chacun soit à sa place. Et il ne faut pas que les générations se posent trop de questions. Il ne faut pas que les humains, les exécutants du système se posent trop de questions pour venir renverser le système. Donc il ne faut pas prendre trop soin d'eux. Si je peux me permettre de répondre comme ça. Si je peux faire un lien en tant que médecin du développement, des enfants en cours de développement, entre l'histoire du Covid, des masques et de la vaccination, et puis l'histoire de l'éducation à la sexualité, c'est que dans les deux cas, c'est une intrusion du monde des adultes, une intrusion violente en fait, du monde des adultes dans le monde de l'enfant. Et je dis même pas des enfants, je dis même pas dans le monde de l'enfance, je dis dans le monde des enfants,
En tant que pédiatre, et je ne suis pas le seul, hein, c'est pas moi qui invente ça, les pédiatres ont affirmé, y compris les instances officielles, que la Société de pédiatrie et autres, que le port du masque, la vaccination, on demandait aux enfants de porter la responsabilité de protéger les adultes contre une maladie qui, elle-même, chez les enfants, ne faisait que très très peu de dégâts, qui était pratiquement une pathologie banale, pour ne pas dire bénigne, de l'enfance. Dans l'histoire des cours de l'éducation à la sexualité, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on projette une histoire d'adulte, la sexualité des adultes, et on le constate concrètement dans certaines histoires que j'ai été expert auprès des tribunaux, mais aussi dans la clinique quotidienne, des histoires de sexualité d'adultes dans le monde de l'enfance. Et cela sur des critères scientifiques. Or, il n'y a aucun argument scientifique, il faut être clair, qui permettrait de dire que la sexualité de l'enfant diffère de tous les autres secteurs de son développement. Dans les autres secteurs de son développement, avant de pouvoir marcher, bon, bien sûr que l'enfant, le petit quand il naît, il a des jambes, ok. Mais avant qu'il puisse marcher, il y a un certain nombre d'éléments de la croissance neuropsychologique, biologique et psychologique qui vont lui permettre de marcher. Tenir son axe, avoir de l'équilibre, avoir le système vestibulaire, enfin tout un tas de choses qui vont permettre, mais avant qu'il ait tout ça, il ne peut pas marcher, on ne peut pas l'éduquer à la marche, on peut l'aider dans son développement, mais si c'est trop précoce, eh bien, il va tomber et il va faire de l'opposition à la marche. C'est pareil pour le langage, on peut apprendre à faire du vélo, on n'a pas besoin de vous apprendre à parler, sauf dans certains cas pathologiques. Il faut, mais par contre, avoir une maturation. On ne parle pas avant l'âge de 1 an et demi, 2 ans, et puis ça se fait par, bien que le bébé, quand il naît, il ait un organe phonatoire, il ait tout ce qu'il faut pour parler à la manière des adultes, il ne le fait pas parce qu'il n'a pas la maturation. Et c'est valable comme ça pour les aspects cognitifs et pour un tas d'éléments. Et donc, en fait, il faudrait nous montrer scientifiquement, c'est à l'OMS de montrer les preuves qu'il y a quelque chose de scientifique. Et très clairement, ce ne sont pas les études, les pseudo-études scientifiques de Kinsey qui sont des arguments scientifiques, c'est des arguments de pédocriminalité. Ce qu'il appelle orgasme, ça ressemble de très très près à des crises d'épilepsie du nourrisson. Oui, donc si je vous entends, on peut dire que c'est de l'adultomorphisme que de parler de sexualité infantile. Exactement. Mais c'est exactement ça. C'est moi ce que j'appelle des voleurs d'enfance. Je voudrais ajouter que je pense qu'on serait tous d'accord pour dire qu'on est dans la logique du sacrifice actuellement. Parce qu'on a vu tout au long de la crise des choses complètement absurdes, donc notamment le port du masque. En 2020, moi j'avais déjà entre les mains une quinzaine d'études qui disaient que ça ne servait pas dans ce cadre-là. On avait une neuropsychiatre, il me semble, allemande, qui avait déjà dit à quel point ça allait avoir des conséquences irréversibles sur le développement des enfants. Ce sont des articles qui ont été censurés. Il y a eu des enfants qui ont été vaccinés avec des doses d'adultes par milliers. Donc maintenant on s'en prend à leur genre, à leur essence même, voilà, et tout ça sous les yeux de parents irresponsables. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment donné, on a vraiment détruit la cellule familiale et les enfants deviennent les objets de l'État. C'est un peu ce que l'on pourrait conclure de ce qui se passe, parce que, en principe, comme le dit Ariane, les enfants ne sont pas la propriété des parents, mais encore moins ceux de l'État. Les parents ont une responsabilité, ils doivent les élever, ils doivent les éduquer, ce sont ceux qui sont les plus à même de les protéger. Et quand l'État est sous le coup d'une idéologie financée par millions, voire par milliards, et de toujours les mêmes, ce sont quand même ceux qui financent, sont ceux qui ont financé le pouvoir nazi. Donc on en est encore là, ce sont les mêmes, et je ne comprends, à vrai dire, je ne comprends pas pourquoi on laisse faire, parce que ce sont des personnes profondément malades, je le dis personnellement cette fois, et que l'on laisse s'infiltrer dans tous les pans de ce qu'ils appellent la santé. Mais pour moi, ça n'en est pas, puisqu'ils ne font que détruire des vies psychologiquement,
physiquement. Voilà, donc il y a un réel problème avec ces fondations qui sont là uniquement pour s'enrichir en réalité. Elles ne font que s'enrichir, ça a beau être présenté comme étant un but non lucratif, voilà, ça n'est absolument pas le cas. Ils s'enrichissent toujours plus et au détriment des populations et des générations et des générations, puisqu'on a vu tout à l'heure l'impact sur les enfants, sur les développements. Donc, comme le disait le magistrat Madame Bouillon, nous sommes en train de créer des générations, notamment de petits pédophiles. Elle disait ça déjà en 1997 dans un livre qui n'est plus édité et qui est difficile à retrouver. Et elle alertait déjà en fait, sur la gravité, qu'il fallait absolument prévenir, faire de la prévention, vraiment informer le public toujours, et ne pas mettre ça sur les épaules des enfants. C'est de la responsabilité des adultes. Et c'est à la responsabilité des adultes d'alerter les pouvoirs publics, notamment quand on a d'aussi bons experts qui nous expliquent que par rapport à la maturation de l'enfant, ces cours-là devraient être prohibés. Il y a un âge pour tout, là on l'a expliqué parfaitement, donc il faut agir en conséquence. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les travaux parlementaires qui ont permis d'introduire l'éducation sexuelle dès l'âge de 3 ans donc à l'école, il n'y a pas une expertise du psychisme de l'enfance qui ait été prise en compte pour prendre ce type de mesures. Et aujourd'hui, on nous dit c'est obligatoire. Non, il faut pouvoir remettre en cause, ensemble, il faut pouvoir remettre en cause c'est une question de santé publique. Juste pour résumer au niveau psychologique, on peut dire que là, il y a des adultes qui se sont trompés de cours de récréation. Il faut laisser les enfants jouer ensemble et pas se tromper de cours de récréation. En termes générationnels, il faut vraiment imaginer qu'une société qui ne voudrait pas que c'est à un moment donné laisser la place à la génération suivante, se laisser un petit peu descendre du podium, ça fait au niveau psychologique de l'anté-Oedipe. C'est-à-dire alors qu'on voudrait dépasser l'Oedipe, c'est-à-dire tuer symboliquement son père, sa mère pour devenir un jour et tuer l'idéal, parce qu'on aurait le droit enfin d'être à notre tour un adulte, ça fait qu'on retomberait toujours dans le magma anté-oedipien. Donc on ne peut pas vous construire une colonne vertébrale avec ça. J'aurais une question. On semble assister à une sorte d'inversion des valeurs, à beaucoup d'injonctions paradoxales, donc tous responsables, mais en même temps on déresponsabilise les adultes, de leur rôle de parents notamment. Quel serait votre diagnostic clinique sur une société qui traite les adultes comme des enfants et qui traite les enfants comme des adultes? On peut déjà diagnostiquer à partir des injonctions paradoxales énormément de perversion, tout simplement. C'est-à-dire que la perversion ou la paranoïa sont les deux pathologies qui manient les injonctions paradoxales. Est-ce que c'est une injonction paradoxale? C'est dire tout et son contraire dans la même phrase. Donc tout simplement, qu'est-ce qui n'est pas acquis? La valeur de vérité, le vrai, le faux. Et du vrai, du faux découlent aussi d'autres distinctions, le bien, le mal, le juste, l'injuste. Tout ça, ça se construit, et ça se construit précisément, justement, vers l'âge de 6-7 ans, dans le cerveau de l'enfant. Si on le déconstruit avant que ça puisse se construire, eh bien on retombe dans cette inversion où des adultes prennent des enfants pour des adultes, mais eux-mêmes se comportent en enfants complètement immatures et tyranniques. Et on le voit au niveau du pouvoir. Donc le basculement vers la folie, c'est tout simplement la perversion et l'antichambre de la paranoïa. Et le système totalitaire, c'est un système paranoïaque, donc d'inversion, où effectivement de désignation d'ennemis, de persécution, de boucs émissaires, et de clivage entre des catégories de population qui ne peuvent plus parler ensemble, et où ceux qui s'estiment purs désignent les impurs. On y est à tous les étages. Vous avez beaucoup parlé de la perversion du langage pendant la crise sanitaire. Est-ce que vous identifiez le même phénomène pour toutes ces questions liées à l'éducation, à la sexualité et à tout ce qui concerne la théorie du genre? Dans le manuel, là, les directives de l'OMS pour les décideurs qui ne parlent pas, enfin, pour l'obligation au milieu scolaire, etc., il est question, il y a
beaucoup de propos qui sont un peu lénifiants, auxquels on pourrait adhérer, et puis après il y a une matrice avec ce qui doit se faire. Une matrice, c'est un tableau. Alors, je m'excuse, c'est pas moi qui invente le terme de matrice pour cette histoire, c'est rédigé comme ça. Et il y a un tableau avec tout ce qu'il faut faire avec les enfants en fonction de leur âge. Et dans 0-4 ans, on utilise le terme découverte de son propre corps, ce qui est totalement faux. Si vous avez vu un bébé, il découvre son corps avec sa maman, dans des câlins, dans de la tendresse, dans des jeux avec les jambes, etc. Donc déjà, c'est à côté de la plaque. Il ne découvre pas lui-même son propre corps, il le découvre dans un lien affectif avec quelqu'un. Et puis alors juste en dessous, mais c'est écrit noir sur blanc, je veux dire, vous pouvez aller regarder, je suis sûr de ne pas me tromper. Ou alors on a tous une hallucination collective sur ces standards de l'éducation sexuelle. Il y a marqué « masturbation enfantine précoce ». La masturbation, c'est un terme d'adulte, de la sexualité d'adulte. Les enfants, ben oui, je veux dire les petits, et encore quand ils ont une couche, souvent ça les gratte derrière la couche, ils ont, pour diverses raisons, ils vont effectivement mettre la main sur leur zazette ou leur zizi, appelez ça comme vous voulez, et puis ils vont, même un peu plus tard, allez, on va dire jusqu'à 2-3 ans, etc., effectivement pouvoir explorer avec le doigt. Le garçon, il va faire du tripotage, hein, ce qu'on appelle, il va tirer sur le zizi, il va tout ça, etc. Ça n'a rien à voir avec de la masturbation, c'est de la sensorialité. La masturbation, c'est on fait le mouvement, et puis il y a éventuellement d'ailleurs chez le garçon une éjaculation au bout, chez les filles des pamoisons, on appelait ça avant, etc. Mais la question à se poser à ce moment-là, c'est si vous voyez un gamin, un petit qui fait ça, c'est comment c'est arrivé? C'est d'où ça vient. Alors pour être clair, je ne suis pas le seul, mais j'ai fait, il y a 1 an à peu près, une action d'information, on va dire ça comme ça, à la demande d'éducateurs de la protection de l'enfance de Paris-Est. Et je leur ai présenté une histoire, ils m'ont dit, mais on a exactement la même chose. Tenez-vous bien, c'était une histoire de fellation entre petits garçons dans les toilettes d'une école maternelle moyenne section. Donc, ces gamins-là, ce n'est pas de la sexualité infantile. Qu'on ne nous dise pas que ça, c'est de la sexualité infantile. C'est faux. C'est qu'effectivement, dans mon cas comme dans l'âme, on a trouvé pourquoi ça s'est fait. C'était qu'il y avait eu un spectacle, alors je ne vais pas faire le détail, mais un des enfants avait assisté à un spectacle de fellation. Et que, bah, du coup, il est leader dans son groupe d'enfants et il va montrer tout de suite aux autres comment il faut faire. Enfin, il va essayer. Voilà. Donc c'est vraiment ça, là, on voit bien le terme de masturbation, c'est de la novlangue. Je veux dire, ça n'existe pas chez l'enfant, à moins, et c'est un signe, je veux dire, quand on nous parle d'une infirmière là, qui a dit à des enfants qui avaient mis une question au cours d'un cours d'éducation sexuelle, est-ce qu'on peut mettre le zizi dans les fesses, un gamin d'une dizaine d'années, si j'ai bien compris, l'infirmière a répondu, je ne mets pas en cause l'infirmière, hein, c'est pas ça le problème, hein, l'infirmière c'est quand même du personnel de santé, mais je veux dire qu'elle croyait bien faire, très probablement, c'est peut-être pas une pédophile convaincue, elle est avec les injonctions du ministre de l'Éducation nationale, etc. et tout, elle a dit oui, on peut le faire, et puis d'ailleurs, il y a un autre enfant, etc. Alors qu'en tant que professionnel de santé, ça devait faire tilt, hein, ça va faire, la sonnerie devait sonner dans sa tête de professionnel de santé en disant, mais comment il sait ça, ce gamin-là? D'où est-ce qu'il l'a vu? C'était un gamin fragile, ça. C'était pas... Voilà. Donc, voilà comment on perturbe le langage hein, d'une manière considérable. On vous dit d'ailleurs que dans d'autres domaines, il y a des normales à la place de moyennes. Quand on parle de normales à la place de moyennes, eh ben c'est déjà qu'on a une idée derrière la tête. Une moyenne, c'est une observation scientifique. Une normale, c'est une interprétation dogmatique. Oui, on peut rajouter sur les questions de langage, sur toute cette question de droit sexuel. Déjà, partons du terme santé sexuelle de l'OMS. En quoi la sexualité est-elle une affaire de santé, à part pour les MST? Donc on va partir plutôt dans un domaine là, je dirais organique. La sexualité, c'est une pratique humaine, donc voilà, c'est une première chose. Ensuite, on va retrouver sur le terme droit sexuel, j'ai fait beaucoup de commentaires là-dessus. L'essence du droit, c'est de protéger et préserver l'intégrité des individus en fixant des interdits. C'est donc l'inverse de la réclamation du droit à. Le droit à, c'est un caprice. Voilà, c'est tout. Donc, il n'y a pas un droit à la sexualité. Le droit pose les conditions des interdits d'atteinte à l'intégrité. Donc, il y a déjà des glissements
de termes. Éducation sexuelle, c'est un terme qui a été inventé dans les officines de Kinsey. Éducation à la sexualité ou éducation sexuelle, c'est une injonction paradoxale. Éduquer veut dire étymologiquement conduire hors de l'état de pulsion, c'est-à-dire ce qu'on constate chez l'enfant et ce à quoi on doit absolument l'aider, c'est à surmonter justement ces pulsions, c'est-à-dire apprendre la frustration, apprendre à différer, apprendre à sortir de « je veux ça tout de suite maintenant ». Et la sexualité est une pulsion, donc on ne peut pas sortir de l'état de pulsion en initiant une pulsion. Et de surcroît, la plus puissante, celle qui doit venir justement à la fin des apprentissages, en début justement d'adolescence ou de puberté, parce que précisément on a tous les prérequis pour pouvoir faire face à la violence de cette pulsion. Et pourquoi je parle de la violence de cette pulsion? Même Freud, qu'on essaye de nous utiliser pour trafiquer différents textes, disait clairement, à partir du moment où on va parler de sexualité à l'enfant, on va le rendre inéducable. Donc on voit bien l'existence de ces termes paradoxaux. Dans les standards pour l'éducation sexuelle en Europe, il est question d'un adulte partenaire de l'enfant pour son initiation sexuelle. Partenaire, ça veut dire au même niveau. Un adulte n'est pas au même niveau qu'un enfant. Donc tout est café d'injonctions paradoxales et de novlangues. Oui, et en droit, on peut tout à fait corréler ça à l'attente à la vie privée et familiale. C'est-à-dire que la sexualité relève de la sphère privée. Donc la sphère publique n'a pas à entrer dans la sphère privée. Il s'agit d'intimité, de pudeur, d'intimité. Ça relève vraiment de la vie privée familiale. Et là, on a, via l'OMS notamment, et donc le CESUS, etc., une intrusion sous couvert de droit à la santé. Et les standards parlent de citoyenneté sexuelle, ce qui ne veut rien dire. La citoyenneté, c'est politique, c'est quelque chose qui s'acquiert avec la maturité intellectuelle, avec un développement émotionnel suffisamment grand. C'est pas pour rien qu'on a un âge de droit de vote. Donc une citoyenneté sexuelle qui commencerait à l'âge de 0 ans, c'est une 0 ans, puisqu'il ne parle même pas de naissance, il parle de 0 ans. C'est tout simplement une confusion complète des termes. Par contre, ce qu'on va pouvoir observer, comme vous l'avez judicieusement expliqué, M. Bruno, tout à l'heure, c'est que si par contre si un enfant voit une image, voit une scène de sexualité à un âge où il n'est pas censé la comprendre, ou s'il en entend parler, mais il va être dans l'imitation, mais sans savoir ce que c'est. De la même manière, voilà, dans les toilettes, les deux petits garçons, il va être dans l'imitation, donc il va avoir après, en effet, va se mettre en route quelque chose de l'ordre de l'imitation d'une sexualité adulte qui va le désorganiser et qui, moi, par contre, m'interroge. Et je me dis, mais si les gens qui ont fait ces référentiels, etc., disent avoir fait appel à des experts alors que ce n'est pas le cas, font tout de travers, ils savent peut-être très bien que si on montre à un enfant quelque chose, il va le reproduire. Alors, on va où comme ça? Parce qu'il ne faudrait pas après qu'on nous dise, ben si, vous voyez qu'on a raison, il y a une sexualité chez les enfants qui existe. Donc je préfère qu'on alerte tout de suite que c'est pas parce qu'on va commencer l'éducation sexuelle, on va avoir en effet des enfants qui vont manifester une sexualité, ce ne sera pas une sexualité, ce sera une imitation de ce qu'ils ont entendu, qui va au contraire les désorganiser, les déstabiliser, et qui va faire aussi que toute cette énergie qui normalement ils devraient mettre dans l'apprentissage, dans la création de développement cognitif, etc., eh bien, ils vont le mettre à imiter des adultes, à répéter du trauma, en fait, sans comprendre. Et ça ne sera pas autre chose. Si je peux compléter Oui, juste. Si je peux faire une image, les éponges. Les enfants sont des éponges avec deux grandes antennes. Éponges, ils absorbent tout, et deux grandes antennes, ils cherchent tout ce qui peut les intéresser. Juste dire qu'en fait, vu les témoignages qui ont été reçus depuis début 2023, je crois, j'aimerais savoir comment on fait pour sauvegarder l'ordre public. On va se retrouver dans les écoles avec ce genre de scène ou dans les toilettes avec des enfants en bas âge, parce que c'est ce qu'on finit par entendre. Donc, quel est le but finalement? Si on voit les enfants maintenant dans les écoles reproduire ces gestes, à part le chaos, je ne vois pas trop ce que l'on cherche. Je dirais qu'il faut refermer les portes
des portes structurelles, psychiques. On a un test, les psychologues, un test projectif qui s'appelle le patte noire, où le papa cochon et la maman cochon se prennent dans les bras. Et bien ça, un enfant qui n'a pas été transgressé, il va dire Berk. Il y a quelque chose que normalement les filles et les garçons à cet âge-là, c'est pas du tout intéressant. Les filles, c'est pas intéressant, les garçons, c'est pas intéressant. On peut pas faire les food avec les filles, un peu, mais... C'est-à-dire qu'il faut vraiment recloisonner certaines choses. Les psychologues ils disent qu'un enfant qui surprendrait un rapprochement, sans aller jusqu'au Covid, pour les parents, ça le dégoûte. Ils voient des gens se sauter dessus avec l'oralité, en se mordant. Pour eux, ils s'agressent. Donc si en plus on leur montre des films, ils vont croire que c'est une lutte, ils ne comprennent pas que ça viendrait d'un désir de partenaire et que ce serait partagé. Ce qui est cocasse ou plutôt effroyable, c'est que comme par hasard, pendant qu'on les sexualise précocement, on refuse leur statut d'être sexué. Donc un petit garçon peut devenir une petite fille peut devenir un petit garçon. Comment dire cet hasard que je nomme, comment vous voyez cette corrélation, ce moment, je dirais que ça se passe en même temps, c'est le point essentiel. On est vraiment en train de tuer l'enfant là. Ça fait partie des droits sexuels, entre guillemets, hein, de l'OMS. Il est très important dans la construction psychique infantile, à un moment donné, de sortir de la toute-puissance. La toute-puissance infantile, c'est vraiment l'épisode tyrannique, hein, on va dire, que manifestement certains dirigeants n'en sont pas sortis. Et ça, c'est donc se confronter à différents interdits et différentes limitations. Et l'intégration de son identité sexuée, c'est quelque chose qui se construit avec l'âge et qui permet de fonder une limitation. Je ne suis pas tout, et je n'ai pas tous les pouvoirs. Et donc, c'est le début de l'empathie et de l'altérité. Si je ne suis pas tout, je vais construire le besoin de l'autre, un autre qui est radicalement différent de moi, et vers lequel je vais devoir trouver un chemin pour créer une relation. Tout ça est extrêmement important et ce qui est très problématique, c'est que nous, pour le psychisme de l'enfant, aux âges où cette identité sexuée se construit, c'est précisément à cet âge-là, comme l'a déjà un peu dit Amandine, que l'OMS entend déconstruire ce qui est en train de se construire. Donc, c'est clairement une attaque au développement psychique de l'enfant et à sa construction. Et cette construction, elle est fondamentale puisque c'est dans cette construction infantile que se structure le psychisme adulte, que se structurent les remparts contre la psychose, les remparts contre la perversion, justement, et que plus on va déstructurer un enfant et le dissocier en bas âge, plus on a de risques de ne jamais rattraper cette construction et ce développement psychique. Si je peux ajouter, c'est une méconnaissance aussi du développement de l'enfant. Parce que ça ne se fait pas tout d'un coup, l'identification sexuée. Ça se fait comme la latéralité, par exemple, chez le bébé, au début, il utilise un peu les deux mains, après il va utiliser l'une, l'autre, et c'est au bout de ces premières années qu'il devient constitutionnellement latéralisé à droite, 90%, à gauche, 10%. Mais avant, il n'est pas encore latéralisé, il essaye un peu les deux mains, on va dire ça comme ça. Pour l'identification sexuelle, c'est la même chose. C'est tout à fait banal de rencontrer à un moment chez un garçon, c'est drôlement bien d'être une fille parce que ceci, parce que cela. Chez une fille, c'est drôlement bien d'être un garçon parce que ceci, parce que cela. Ça fluctue, ça varie. C'est le processus d'identification sexuelle. Et prendre tout d'un coup ça au pied de la lettre, figer le truc, c'est tout à fait pas du tout adapté au développement de l'enfant. Puis voilà. C'est la demande en fait. C'est en tout cas, c'est la demande. Alors faut être clair, hein. Il y a effectivement des enfants en ce moment qui ont des demandes et que les gens qui s'en occupaient, je dis qui s'en occupaient parce que maintenant il n'y a plus besoin de consultation médicale ou psychologique avant des transformations hormonales ou chirurgicales, qui visiblement étaient dans un état de mal-être. Hein. On est tout à fait, c'est pas ça, on n'est pas en train de faire un déni, nous non plus, hein. Qui sont dans un état de souffrance et qui attribuent cette souffrance finalement à un objet externe, comme on a vu ça avec les troubles des conduites alimentaires, là encore, mais ça a été vraiment pendant un moment une épidémie, hein, je veux dire, ça n'existait pas, puis à un moment de développement de la société, paf, on a eu des anorexies mentales sévères, etc. Ça existait déjà d'une manière très ténue auparavant, et on voit se développer ces choses-là
alors que l'enfant n'en est pas encore là. Il n'a pas de moyens il n'a pas les moyens de comprendre, enfin d'être dans la sexualité. Il n'a pas de sexualité parce qu'il n'a pas les moyens de la sexualité. Il n'a pas les moyens de consentir parce qu'il n'a pas les moyens du consentement, parce qu'il est trop jeune. C'est enfant, infance. Hein, voilà, on ne peut pas dire mieux que ça. Donc il y a tout à fait une intrusion du monde des adultes qui est très violente. On pourrait rajouter une confusion pour les adultes entre le fantasme et la réalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut, et il est absolument indispensable, que l'enfant puisse explorer psychiquement des tas de choses. Par exemple, il y a quelque chose qu'on appelle le roman familial, où l'enfant va se dire aussi à un moment donné, c'est une étape de son développement, peut-être que je ne suis pas l'enfant de mon père et de ma mère. C'est une étape de développement. Et prendre ça au pied de la lettre, en faisant une réalité, en confondant le fantasme et la réalité, c'est aussi du registre de la perversion. Ça fait partie des tableaux cliniques de la perversion. Et pour préciser, les enfants devenus adultes qui pourraient être en souffrance, il y a même des individus, des personnes qui naissent en effet avec des dysfonctionnements biologiques, physiologiques. Mais en tout cas, ça n'est pas avant l'âge adulte, avant d'avoir pu, avec un accompagnement, qu'une décision peut être prise. Et nous, là, tout autant que nous sommes, même si nous sommes révoltés, même par rapport à l'usage et l'attitude qui est faite pour les jeunes enfants, ça ne veut pas dire que nous condamnons tout accompagnement vers quelqu'un qui ne se sentirait pas dans le bon sexe. C'est pas là la question. La question ne se situe pas là. Là, elle doit se situer du moment que ça concerne les adultes. Et jusqu'à présent, en effet, c'était le cas. On ne pouvait pas faire, en tout cas en France, de transformation, etc., avant un âge adulte, après un accompagnement, etc. En tout cas, je ne pense pas que je me trompe. Voilà. Donc, c'est important de ne pas nous faire dire des choses qu'on n'a pas dites. Nous, on veut vraiment remettre les générations dans l'ordre et remettre de la structure dans cette société. Et tout à l'heure, on parlait un petit peu de pourquoi, comment, et pourquoi en même temps, on veut que l'enfant découvre la sexualité, et en même temps, on veut lui enlever l'identité sexuelle. Parce que les enjeux touchent des intérêts qui se télescopent. D'un côté, vous avez les enjeux financiers des transformations sexuelles et des données hormonales, et puis des changements de genre. C'est une nouvelle manne financière. Tout à fait. Et comme le vaccin avec les effets secondaires et les laboratoires pharmaceutiques qui rachètent d'autres laboratoires qui... Voilà, donc il y a tout ce registre-là. Et par rapport à la sexualité, à l'éveil de la sexualité, tout à l'heure, comme je vous avais dit, pour pouvoir faire tourner un système et qu'à partir du moment où les hommes doivent se mettre au service du système, il faut des exécutants. Et je pense que quelque part, ça peut aussi arranger certains groupes ou certaines personnes qui ont une certaine vision du monde, et d'avoir un certain chaos pour que justement l'être humain ne continue pas à se développer autant. Et dans les intérêts financiers, il y a celui de l'industrie pornographique. Aussi. Tout simplement parce qu'à sexualiser l'enfant très tôt, on va tout simplement fabriquer des futurs consommateurs qui seront non pas dans une sexualité épanouie, mais dans une addiction à la sexualité compulsive. Pour être clair aussi, pour compléter, excusez-moi, les changements, enfin les interventions hormonales et chirurgicales induisent réellement un soulagement chez la plupart des jeunes qui les ont subis, mais c'est un soulagement immédiat, comme un effet d'extérieur, mais qui, maintenant qu'on connaît un peu plus l'évolution, pose problème assez dans les suites, dans les années qui vont dire. Et pour être précis, en Europe, 2 endroits où il y avait, qui sont engagés très fortement dans cette, on va dire, changement de sexe, mais c'est pas vrai, ils gardent toujours leurs cellules sexuées, c'est la Tavistock Clinic à Londres et le Karolinska Institute à Stockholm. Ils sont en train de revenir en arrière parce qu'ils ont maintenant l'évolution de ces enfants qui ont été mutilés, enfin qui ont subi ces soi-disant changements de sexe. Et ils voient l'évolution et ils sont bien obligés de faire machine arrière.
Surtout pour Virginie, en fait, je vais faire rapide pour ma question, qui est du droit. Tu parlais dans ton intervention de coutume internationale là, qui est en train de se mettre en place, Oui. contre finalement les lois qu'on a au niveau national qui imposent aux parents de protéger. Ouais. Comment on va faire maintenant pour contrer cette coutume internationale qui a l'air d'un rouleau compresseur justement international, nous avec nos petites lois nationales? Alors, on a quand même la Convention internationale des droits de l'enfant et on a la Convention européenne des droits de l'homme et son protocole additionnel numéro 1 qui dit que l'État peut bien sûr s'occuper de l'éducation des enfants, mais sans atteindre les convictions religieuses et philosophiques des parents. On a un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme de 1976 qui concernait le cas d'enfants qui avaient eu des cours d'éducation sexuelle et que les parents n'étaient pas très contents que ça se soit passé. Et en fait, on a pris en compte ce protocole numéro 1 et vérifié s'il y avait eu une atteinte aux convictions religieuses et philosophiques. Et on a un juge qui a rendu un arrêt contraire, une décision contraire en disant qu'il ne fallait pas que ce soit au surplus, que ce ne soit pas de l'endoctrinement. Et là, il s'agit quand même d'idéologie et d'endoctrinement des enfants. Donc on a matière, on a vraiment matière entre le code civil et les conventions internationales qui sont, elles, des textes contraignants. Il faut qu'on les oppose à la coutume internationale qui est en train de devenir en fait du droit international par imprégnation, mais il faut qu'on s'oppose tout de suite. Parce que c'est de la soft law, comme on appelle, c'est pas contraignant. Tout ce qui est déclaration, recommandation, les standards, etc., c'est en train de s'infiltrer. Du coup, on se retrouve avec cet article du Code de l'éducation qui rend obligatoire l'éducation sexuelle à l'école. Mais on peut s'opposer, et c'est notamment les familles qui doivent le faire, parce que ce sont elles qui sont concernées, et là il va falloir parler philosophie, parler valeurs, parler aussi, oui, valeurs religieuses. C'est aussi ce qu'on a tenté d'occulter sous couvert de laïcité. On a fait en sorte que les gens mettent de côté leurs valeurs, notamment religieuses. Je parle de toutes les religions. Et je pense que si les gens prennent conscience de cela, on a notamment en ce qui concerne les chrétiens, parce que c'est ce que j'ai vu très rapidement, on a la congrégation de l'éducation catholique qui a fait des rapports voilà, très, très bien sur le genre, sur l'éducation sexuelle, etc. Et on voit très bien qu'on ne peut pas donner des cours d'éducation sexuelle tels qu'on a entendu parler dernièrement à des enfants qui n'en ont pas la maturité. Donc ils ont traité ces sujets. On peut opposer ces arguments devant les cours et devant le législateur, le Parlement s'il le faut. Mais en tout cas, on ne doit pas laisser passer cela parce qu'on peut le démontrer parfaitement. Ce sont des idéologies et ça provient vraiment de ce rapport Kinsey et de cette fondation Rockefeller qui pousse à la destruction de la cellule familiale et de l'enfant qui est l'avenir de l'humain. Mais on a de quoi s'opposer. Il faut seulement que les gens soient informés. Il va falloir faire un mode d'emploi. Mais il est presque prêt. Moi j'ai une question. Il y a des associations de parents comme les Mamans Loup ou sur l'éducation comme SOS Éducation qui ont écrit une lettre au ministre de l'Éducation il y a un mois pour dénoncer des scènes qui s'étaient passées dans une école à Saint-Étienne, dans la région de Saint-Étienne. Et en fait, ces associations parlent entre autres d'un délitement parental et d'une intrusion de certaines associations comme le planning familial dans les écoles. Est-ce que vous faites le même constat? Et quels en sont les objectifs selon vous? Les associations pénètrent via le ministère de la Santé qui est en contrat avec l'Éducation nationale. Donc le ministère de la Santé est sous idéologie de l'OMS et diffuse et transmet cette idéologie. Donc le planning familial, par exemple, en France, refuse de poser un âge minimum à un consentement à la sexualité.
Une petite dernière question, puisque vous êtes des hommes et des femmes, chacun dans vos compétences, mais est-ce que vous pourriez nous dire en, je sais pas, 20 secondes chacun, vos ressentis depuis 2020, en fait, par quelles émotions vous êtes passés, parce que les citoyens passent par des émotions très différentes, on a l'impression que vous maîtrisez tout, mais est-ce que vous pourriez nous faire part de vos émotions en quelques secondes chacun, en tant qu'homme et femme, si vous le voulez. Allez, je vais me lancer. Différentes phases et qui reviennent, hein, parce que ça tourne, il y en a toujours, on en gère une et puis il y en a une autre qui revient. Donc il y a un moment de surprise. Donc, comme tout le monde, on est un peu dans une phase de sidération, il faut gérer un peu la sidération, en tout cas pour ma part. Très vite, je la gère avec une première réponse de révolte. Et puis il faut faire appel à la réaction, à pouvoir trouver comment s'adapter, comment réagir, s'organiser, penser. C'est surtout mettre en route les processus de pensée pour ne pas se laisser envahir par la révolte seulement, parce que sinon on n'est pas constructif. Et du coup, ça fait aussi appel à du renoncement. Du renoncement et du deuil, parce que forcément, obligé aussi d'admettre que la société comme je pensais qu'elle était, ou à laquelle j'aurais voulu croire, c'est pas tout à fait celle-là qui se présente à moi maintenant. Donc il faut que je m'adapte avec. Il faut que je m'adapte aussi avec le fait que tout le monde ne voit pas les mêmes choses que moi, ne ressent pas les mêmes choses que moi. Donc là aussi, il y a un travail de renoncement et de deuil à faire. En même temps, on essaye de déployer de l'énergie pour essayer de se faire entendre et de penser surtout. Il n'y a aucun organisme vivant, mammifère, qui peut encaisser autant de stress, donc on n'est pas épargné nous non plus. Donc effectivement, il y a eu la sidération. D'ailleurs, ces discours qui nous ont été imposés ont été fabriqués pour ça. Ensuite, les mesures qui nous ont été posées ont suivi des chartes connues de torture psychologique qui ont été appliquées déjà à d'autres époques sur des populations ou des soldats. Donc nous, ce qui nous a... moi, je suis passée de la sidération à la colère, de pouvoir voir des choses comme ça s'exposer aussi grossièrement. Et puis ensuite, la tristesse et la déception de devoir embarquer nos enfants là-dedans ou de nous-mêmes être pris à la moulinette. Et ensuite, comme on a déjà vécu ces choses-là ou travaillé dans ces choses-là, se décoller, prendre du recul, reprendre la souveraineté de son corps, c'est-à-dire pas tomber dans la dépression, dans l'impuissance acquise, parce que quand c'est pareil, gros comme ça, ou quand les coups sont trop réguliers, comme une femme battue, comme n'importe quel traumatisme, on va peut-être se soumettre, peut-être avoir envie d'abandonner. Donc comment récupérer son corps? Déjà on reprend par la marche, puis sa pensée, puis peut-être spiritualité, sa souveraineté, et puis après on recommence les mots. Donc à Marianne qui nous a dit les bons mots dès le départ, nous a fait du bien, parce que le totalitarisme avance par vagues, donc on s'est préparé à une première vague, à une deuxième vague. Donc c'est peut-être pour ça qu'on est sereine, parce que quand on regarde dans l'histoire les états totalitaires, ça passe pas en 6 mois. Merci. Eugénie? Moi, j'ai eu une profonde révolte pour toute cette injustice qui est due à mon métier. Je pense qu'on a tous perçu comme ça, mais pour avoir fait les recherches de 2020, j'étais consternée en fait, parce que je pensais même de mon métier, du monde de la justice, et parce que j'ai découvert au fur et à mesure. Et puis une profonde tristesse pour les victimes, tant de victimes d'un point de vue psychologique que physique, pour tous ces gens qui ont souffert dans leur chair, pour tous les gens qui se sont sentis mal durant les confinements, et surtout pour les enfants, parce qu'on est en train de leur faire. Ouais. Alors, je continue. Merci. Ariane? Disons que j'avais un tout petit peu d'avance par rapport à 2020 parce que j'avais mis le nez dans les textes de la messe, donc j'étais déjà passée par beaucoup d'états émotionnels. Le principal étant la colère. Moi j'ai ressenti beaucoup de colère et donc je l'ai transformée en action, tout simplement. Je dirais que la mesure de mes actions est la mesure de ma colère. Voilà. Donc, et je crois que je trouve insupportable en fait cette passivité, cette banalisation de la violence envers les populations les plus fragiles et les plus vulnérables, en particulier les enfants. Et je ressens encore beaucoup de déception vis-à-vis de collègues, vis-à-vis
d'adultes, de professionnels qui ont des responsabilités, qui ne les prennent pas. Ça suppose aussi d'affronter des peurs d'être exposé, des peurs d'avoir des représailles. Et je crois que c'est notre responsabilité d'affronter ces peurs-là. En tant qu'adulte, on ne peut pas les laisser... on n'a pas le droit de laisser des populations vulnérables. Puisqu'on parlait de sacrifice, dans ma conception, en tout cas, les adultes doivent se sacrifier pour les enfants et pas le contraire. Donc voilà. Merci. Régis. Je vais reprendre un peu les éléments dont nous ont parlé mes collègues. Moi, j'avais juste un médecin des enfants à la retraite avec une âme très naïve. Je suis resté un gosse, c'est pour ça que c'était le métier qui m'allait. J'ai tiré un petit bout de ficelle qui était cette histoire de sexualité infantile. Vous dites, non, ça quand même, de mon expérience, c'est pas ça. Et puis, je suis tombé sur les textes de l'OMS, par exemple, que je connaissais absolument pas. Et puis, j'ai compris un petit peu à l'après, là que j'ai eu, quand ça a commencé le Covid, etc., j'étais complètement déstabilisé. Je ne savais pas quoi penser. J'ai eu peur. Comme tout le monde ici, on a tous eu peur. Et on a encore peur, pour être clair. Et puis, du coup, j'ai découvert le non-dit des éditeurs, par exemple, des collègues, au début, l'histoire de la sexualité des collègues, des confrères médecins, même des pédiatres, qui pour moi était une surprise absolument totale. J'étais tout seul, et puis j'ai découvert, grâce à mon éditeur, quand même, qu'il y avait des gens où on a des points de vue différents, mais on aboutit au même. Moi, j'ai le point de vue d'un pédiatre, qu'elle organise, etc. Elle a le point de vue sur les images totalitaires. J'ai appris beaucoup de choses avec Ariane sur les systèmes totalitaires, avec Amandine aussi. J'apprends encore des choses aujourd'hui avec Virginie, avec Karine. On s'aperçoit qu'on a travaillé un peu dans les mêmes contextes culturels. Et donc, j'ai découvert des tas de choses. Donc, j'ai découvert l'amitié. On va appeler ça comme ça. Et puis les appuis, le fait qu'on puisse se retrouver. Et donc du coup, à ce moment-là, on a une certaine force psychique. Même si on continue à avoir peur, mais moi, c'est vrai que j'ai un peu la trouille. Bon, c'est humain. Mais on est plusieurs, donc on se dit que là, quand même, voilà, avec des points de vue différents, on aboutit aux mêmes choses. Voilà. Ok. Merci à vous. De rien. Merci. Merci.